Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici pour assister à cette formation pour laquelle nous avons été invités. Donc très vite pour nous présenter, je m'appelle Adrien Clouet, je suis doctorant au Centre de sociologie des organisations, un laboratoire CNRS, je travaille sur les questions d'emploi et de travail. Et je suis Alizée Delpierre, donc également doctorante dans le même laboratoire qu'Adrien, et je travaille également en sociologie du travail et de l'emploi. Voilà. Et donc on a été invités aujourd'hui pour intervenir sur les liens, les relations qui existent entre d'une part l'Union européenne, donc on va voir que c'est quelque chose de très vaste dit comme ça, mais en tout cas tout ce qui se rattache à ce qu'on appelle l'Union européenne d'une part, et les politiques nationales d'emploi et de salaire d'autre part. Donc quel est le lien entre les deux ? Quel est l'impact qu'a l'Union européenne sur les politiques qui sont menées, sur le niveau des salaires, sur les types de rémunération, sur la qualité d'emploi au sein de la zone de l'Union européenne. Et pour traiter ce sujet, on va avoir une approche qui partira un peu du traité de Rome pour voir quelles étaient les bases au début, sur quoi on partait dans le cadre de l'Union européenne en termes de représentation ou d'idées qui étaient projetées sur ce qu'était une politique d'emploi, une politique de salaire. Ensuite, on abordera les années 80, qui est le moment, comme dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de pays de l'Union européenne, un moment de retournement, aussi au sein des élites de l'Union européenne, dans la manière dont elles conçoivent le salaire et l'emploi, puisque c'est l'époque où elle commence à se mêler en fait d'emploi en tant que tel. C'est vraiment à partir des années 80 que l'Union européenne s'intéresse à ces questions-là. Ensuite, on abordera la gestion de crise contemporaine, donc les paradoxes et les pressions, les contradictions qui se jouent à l'heure actuelle dans les institutions européennes. Et j'espère qu'on aura le temps, je sais qu'on aura le temps ensuite d'avoir un échange. Et n'hésitez peut-être pas non plus à lever la main. Normalement, on ne va pas avoir de sigles ou de choses compliquées comme ça. Mais au cas où, si jamais on se fait rattraper par un ethos, parce qu'on connaît le sujet, qu'on est habitué parfois à utiliser des expressions un peu raccourcies, etc., vous n'hésitez surtout pas à nous le signaler, et voilà, qu'il n'y ait aucun moment, aucune personne qui se sente en retard sur ce qu'on est en train de dire. Merci Adrien. Donc du coup, comme l'a dit Adrien, on va faire une présentation à la fois un petit peu chronologique en balayant un petit peu les traités qui ont été adoptés depuis le traité de Rome et en même temps thématique aussi puisqu'on va essentiellement parler des impacts de ces mesures-là sur l'emploi et sur le salaire plus précisément. Alors après le traité de Rome qui a été adopté en 1957, l'Union européenne en fait a voulu ou a eu pour objectif d'augmenter les niveaux de vie, mais en réalité son objectif, et comme on va le détailler durant cette présentation, a été et est devenu en fait plutôt d'accroître une certaine compétitivité. Également puisque un peu moins de 15 ans en fait après l'adoption du traité de Rome, on a eu donc la crise économique qui a alors ça n'a pas été évidemment le seul facteur de ce retournement de politique on va dire de l'Union européenne, mais ça a en tout cas contribuer en fait à accroître la compétitivité voulue en fait par l'Union européenne. Par ailleurs, donc, une des mesures dont on a tous entendu parler de l'Union européenne, c'était donc évidemment d'unifier le marché, et notamment le marché du travail, en abolissant les droits de douane au sein des territoires de l'Union européenne. Et cela, la conséquence de ça a eu le fait, par conséquent, donc la concurrence des salariés entre eux et le déplacement en fait du capital, comme on pouvait le voir, vers les pays où la main-d'œuvre est peu chère. Donc ça, c'est concrètement le déplacement d'entreprises, d'usines en fait, qui se sont implantées dans des pays qui a une main-d'œuvre qu'on peut employer avec des salaires extrêmement faibles. Et évidemment, donc les pays les plus riches entre guillemets se sont vus sous cette contrainte-là, avec ce problème de leur main-d'œuvre qui est devenue trop chère en fait, pour travailler pour ces entreprises-là. La progression du pouvoir d'achat de la population ne devient plus garantie non plus à ce moment-là, car en fait l'indexation des salaires sur l'inflation est progressivement abandonnée. Et donc du coup, la part des salaires dans la valeur ajoutée est ramenée à des niveaux inférieurs à celle des années 1960, en fait.
Donc on a eu une régression en fait de la part de ces salaires dans la valeur ajoutée, du fait justement de l'ouverture de ce marché en fait à tous les pays de l'Union européenne sans droit de douane. Voilà. Donc l'Union européenne va inciter les États, en fait, à maîtriser les salaires dès sa formation, dès la formation de l'Union européenne, et à réduire les coûts non salariaux. Et donc, les États vont être encouragés à réduire les cotisations sociales, en fait, pour accroître leur compétitivité face, donc la compétitivité des entreprises européennes, face aux concurrents, en fait, américains et asiatiques. Puisqu'après, voilà, l'enjeu est également de faire concurrence aux d'autres grandes unions qui sont toujours actuellement les États-Unis et l'Asie en fait, et certains grands marchés asiatiques. Par la suite, donc, après donc ce qui s'est passé, donc les effets du traité de Rome, en 1986, on a eu la signature d'un acte unique qui en fait a encore davantage renforcé l'accroissement de la compétition entre les salariés, qui elle-même s'est vue encore renforcée par le traité de Maastricht, qui a été adopté en 1992, et ensuite, comme on le verra, par l'euro, qui a été adopté en 1999 et qui a été mis en circulation en 2002. L'Union européenne, elle, va valoriser donc à ce moment-là une sorte de stratégie sociale, c'est le terme qu'ils emploient dans les textes, mais qui en fait va se limiter, et là c'est une nuance assez importante dont on pourra parler dans la discussion, à la réduction de la pauvreté et non à l'amélioration des conditions de vie ou à la réduction des inégalités. Ce qui est en fait extrêmement différent économiquement parlant et d'un point de vue des mesures concrètes qu'on adopte. Ça n'a rien à voir de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie. En fait, quand on réduit la pauvreté, on n'améliore pas forcément les conditions de vie de la population globale et inversement, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être récurrent dans l'Union européenne. Ça va être avant tout de réduire cette pauvreté. Et ce qui, forcément, invite à avoir un prisme là-dessus et non pas sur d'autres, sur notamment l'effet sur les conditions de travail qui vont se dégrader, en réalité. Voilà. Et par ailleurs, donc, l'Union européenne va... comme on pourra aussi en parler, et comme on l'entend régulièrement, que ce soit dans les médias ou autre part, essayer de suivre, ou du moins soutenir les politiques qui vont être menées en Allemagne. Sauf qu'en fait, ces politiques-là ont eu en fait des effets relativement néfastes, même plutôt néfastes, sur le niveau de vie des salariés allemands. Et pourtant, voilà, on va avoir ce discours aussi, comme on le verra après, un peu paradoxal en fait, de l'Union européenne, qui valorise certains modèles économiques de ces pays membres, voilà, sans pour autant, en les suivant, mais sans pour autant les suivre exactement, alors même qu'elle les valorise. Donc ça contribue en fait à un discours de l'Union européenne assez illogique finalement, et dont on va continuer à parler. Donc je laisse la parole à Adrien qui va continuer sur l'encadrement de l'emploi. Oui, donc là vous avez vu un petit aperçu de ce qui s'est dit et ce qui s'est fait sur le front des salaires. Et donc il y a un deuxième front qui est ouvert assez rapidement, qui est le front de l'emploi. Ce front de l'emploi, il démarre avec ce qu'on appelle l'OCDE. Donc peut-être que vous connaissez sûrement un peu cette organisation de nom. Donc c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est créée en 1961 pour, je cite, promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. Donc, il y a quand même un sacré objectif, une grosse ambition, qui publie encore à l'heure actuelle 250 titres par an. Donc c'est quelque chose qui produit énormément. Il y a beaucoup de données, beaucoup de rapports, de papiers. Et donc voilà, c'est une grosse institution qui irrigue très fortement les lieux où se discutent les politiques d'emploi, les ministères, les think tanks, etc. Donc c'est l'OCDE, la première, qui va développer des concepts que l'Union européenne va reprendre, mais dont elle n'est pas l'initiative à la base. Notamment, dans les années 80, l'OCDE invente un problème qu'on ne se posait pas avant, mais qu'elle déclare, qu'elle investit comme étant problématique, qui est la question de rendre le travail plus attractif. Donc, ce qui signifie évidemment que le travail ne le serait pas attractif. Et c'est une vision donc très utilitariste du travail, c'est-à-dire les individus travailleraient en faisant un rapport coût-bénéfice, en se demandant, du coup, je vais perdre 8 heures dans ma journée, mais je vais gagner X euros, est-ce que ça vaut le coup de perdre ces 8 heures pour gagner mon salaire ? Bon. Donc c'est cette perspective-là, avec des modèles économiques où on pondère l'un par l'autre, on fait une équation en se disant à partir de combien d'euros par heure la personne va arrêter de travailler. Bon. Même si, en réalité, quand on fait un peu des enquêtes empiriques, on voit que dans beaucoup de cas, les gens sont prêts à perdre de l'argent pour travailler, mais ça ne rentre pas dans le modèle. Le modèle est pensé de cette manière-là, de manière très linéaire. Et donc, rendre le travail plus attractif, c'est quelque chose qui est assez vide, qui n'a pas beaucoup de sens en tant que tel.
Et la signification qu'il est donnée, c'est pas de dire qu'il faut que le travail soit plus payé, donc il y a un écart plus grand entre ne pas travailler ou avoir des allocations sociales et travailler, mais qu'à l'inverse, il faut baisser l'allocation sociale pour qu'il y ait cet écart qui grossisse. C'est-à-dire, au début, l'idée est il n'y a pas assez d'écart entre les allocations sociales et le travail. La solution qui est mise sur la table, c'est baissons donc les allocations sociales plutôt que d'augmenter les salaires. Donc, c'est une vision morale du marché du travail qui est développée par l'OCDE, qui va ensuite s'appuyer là-dessus pour grignoter un peu du terrain, développer des nouvelles idées qui, années 80, existent à peu près nulle part. Ça va être faire un lien entre la protection sociale et les politiques d'emploi, c'est-à-dire expliquer que en fait, c'est pas des choses distinctes, c'est pas des choses indépendantes que d'une part donner de l'argent à des gens qui sont dans le besoin, qui sont en détresse sociale, et ouais. Ah, tu prends des notes sur le... Ok. Et d'autre part, des politiques d'emploi, donc combien on crée d'emplois, qui a accès au marché du travail, etc. Des choses qui étaient indépendantes. C'était pas lié avant. On se disait pas que il fallait réfléchir à l'allocation au chômage selon les gens qu'on voulait ramener sur le marché du travail. On est à une époque où le taux de chômage est en dessous de 5%, donc la question n'est pas mise en avant. Et donc l'OCDE dit si, il y a un lien entre les deux. Elle explique notamment, je vais prendre un exemple qui est récent, ça c'est 2010, qui explique que les allocations de chômage élevées peuvent rendre les chômeurs moins empressés à chercher un emploi et à accepter ce qui se présente. L'indemnisation peut allonger la durée du chômage et, c'est assez rigolo la conclusion, et est susceptible d'accentuer les revendications salariales des travailleurs, donc qui du coup est aussi un problème. Au même titre que ne pas travailler et revendiquer un salaire plus élevé, ce sont des problèmes. Voilà. Donc c'est une mise en forme de problèmes qui n'étaient pas pensés comme des problèmes avant, qui étaient même plutôt des solutions, les revendications pour la hausse des salaires, mais donc ça devient quelque chose à éviter, à proscrire. Donc l'OCDE, pour répondre à ça, elle développe un ensemble de remèdes qu'on peut appeler clés sur porte, c'est-à-dire en gros des remèdes qui seraient génériques et universels. C'est-à-dire que tous les pays pour les adopter, c'est à peu près les mêmes formules tout le temps, c'est baisser le montant d'indemnisation chômage, c'est baisser le SMIC, c'est déréguler les contrats. Bon. Un ensemble, toute une doxa néolibérale qu'on connaît bien, parce que ça fait quelques décennies qu'elle est mise en application, mais qui est pensée à ce moment-là et surtout qui est pensée comme étant universelle. C'est-à-dire on pourrait la mettre partout en place, qu'on soit au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France, ce seraient les mêmes solutions à des mêmes problèmes. Donc c'est une vision assez particulière de ce qu'est une politique d'emploi. Les institutions n'existent pas vraiment, c'est-à-dire il y a des marchés du travail, il y a des gens qui agissent tous pareil, et il faut juste orienter le comportement de ces individus-là. Et l'OCDE termine fin années 80 en développant un autre concept qui est, intéressant, sauf pour ceux qui le subissent, mais qui est intéressant à étudier parce qu'il n'est pas non plus, il n'allait pas de soi, c'est aussi une construction qui est inventée. C'est ce qu'on appelle les dépenses passives et les dépenses actives sur le marché du travail. Je ne sais pas si ça fait écho à des choses que peut-être vous avez lues. Jamais vous lisez, je sais pas, le Figaro ou les Échos par exemple, c'est peut-être des choses que vous trouvez dedans. Maintenant Le Monde aussi. Donc c'est une certaine vision du marché du travail qui consiste à dire que quand on met de l'argent pour lutter contre le chômage ou créer de l'emploi, il y a deux manières différentes. Il y a ce qu'on appelle les dépenses passives. Donc déjà, en général, quand c'est passif, c'est mal. Mais bon, dépenses passives, c'est on donne de l'argent à des gens. C'est allocation chômage, c'est le versement de fonds pour avoir une allocation pour le logement, pour les enfants, etc. Ça, c'est passif. C'est-à-dire les gens, on imagine qu'ils sont là, à rien faire, ils attendent, ils sont chez eux, sur le canapé, ils mangent des chips et ils reçoivent de l'argent. Bon, voilà, donc c'est passif. Et à côté, il y a les bonnes dépenses, ce sont les dépenses actives. Là, c'est déjà, ça sonne déjà beaucoup mieux. Donc les dépenses actives, qu'est-ce que c'est une dépense active ? C'est celle qui permet de bouger la personne, d'agir sur l'individu, c'est-à-dire le motiver, qui fasse des projets, qui recherche un emploi plus activement. Déjà, il s'active alors que l'autre, ce serait passif. Donc voilà, c'est cette vision du marché du travail. Et l'OCDE dit, voilà, les dépenses actives, c'est bien, les dépenses passives, c'est pas top. C'est pas top et elle fait un ensemble de comparaisons avec tous les ans, elle publie des chiffres en disant les pays dépensent tant de pourcents en passif, tant de pourcents en actif et plus il y a de l'actif, mieux c'est. Dépenses actives, c'est formation professionnelle, c'est payer des employeurs pour baisser le coût du travail, c'est mettre en œuvre des prestations spécifiques à à l'époque la NPE. Voilà, c'est tout ce qui permet d'agir sur la personne en tant que telle, alors que l'allocation, c'est juste compris comme étant un versement d'argent qui n'exige rien de la personne.
Donc, ils font des calculs réguliers. Par exemple, vous prenez une chômeuse qui... imaginez une chômeuse qui est inscrite à la NPE à l'époque, qui a un petit boulot à côté, donc disons de 10 heures par semaine. Vous avez, le premier cas, imaginons, elle touche 1200 € d'allocation chômage et son employeur touche 800 € pour l'embaucher, donc d'incitation à l'embauche. Là, l'OCDE dit, bon, il y a 40% de dépenses passives, il y a 40% de dépenses actives, donc on va hiérarchiser avec tous les autres pays. Et il pourrait avoir imaginons que ça se développe, on va augmenter la subvention aux employeurs. Disons qu'on donne toujours 1200 € à cette chômeuse, mais on donne 1200 € à son employeur pour qu'il l'embauche. Là, il y a 50% de dépenses actives, donc c'est mieux cette situation que celle d'avant. Et imaginons qu'on baisse l'allocation chômage, on la fait passer à 1000 € par exemple. Dans ce cas-là, il y a 1000 € d'allocation et 1200 € donnés à l'employeur. Du coup, il y a 55% de dépenses actives, du coup, c'est mieux. Si on prend juste des prorata et des pourcentages. Donc il y a ce basculement qui s'opère très régulièrement où on compte en pourcents. Et du coup, même si on baisse les dépenses passives, donc ce qu'on verse aux chômeurs, et qu'on augmente un peu plus les dépenses actives, c'est mieux. C'est comme ça que ça apparaît dans les rapports produits par l'OCDE. Et l'Union européenne va s'appuyer là-dessus pour développer une propre vision de l'emploi qui reprend un peu tous ces concepts. Alors, l'Union européenne n'a pas de pouvoirs légaux sur l'emploi. C'est pas quelque chose sur lequel elle est censée agir directement. Mais en 97, à l'époque où quasiment tous les gouvernements de l'Union européenne étaient sociodémocrates, enfin, vous savez, Tony Blair, Gerhard Schröder, tout ça, ils décident de mettre en place une procédure qu'on appelle la stratégie européenne pour l'emploi, qui n'est pas vraiment une politique, qui est quelque chose d'un petit peu qui est une sorte de patchwork innovant de comment mener une politique qui marche de la manière suivante. Chaque année, la Commission européenne propose des lignes directrices, des objectifs, des buts qu'il faudrait se donner, qui sont ensuite adoptés à la majorité qualifiée par le Conseil de l'Union européenne et réunion des ministres de l'emploi des pays membres. Donc ils se réunissent tous, les ministres, s'ils sont majoritairement d'accord avec la Commission européenne, ils valident les lignes directrices, ce qui se fait quasiment tout le temps. Et une fois que les lignes directrices sont adoptées par le Conseil en question, les États rédigent des plans nationaux d'action pour l'emploi, des PNAE, c'est-à-dire ils expliquent en gros comment ils vont souscrire aux lignes de la Commission européenne et comment ils s'obligent à évoluer dans la direction donnée par la Commission européenne. Donc ça fonctionne vraiment par la pression des pairs, c'est-à-dire il y a 28 pays qui sont autour de la table, et ils sont tous classés, je vais revenir dessus, selon leur performance ou non-performance sur le marché du travail, et ils se font la pression mutuellement, ils se mettent en concurrence pour savoir lequel mettra le mieux en œuvre, transposera le mieux les directives qui proviennent de la Commission européenne. Ensuite, la Commission, elle évalue la conformité de l'action des États à ces lignes directrices. Si elle estime qu'il y a des exigences qui ne sont pas satisfaites, elle peut demander au Conseil de faire des recommandations aux États qui sont fautifs, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que vous avez un conseil où les États vont voter eux-mêmes pour dire qu'ils sont fautifs de ne pas avoir bien appliqué ce que la Commission européenne a inventé et qu'ils ont validé. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe comme fonctionnement intellectuel et comme circulation des idées. Et donc c'est une politique communautaire qui est très originale parce qu'elle ne produit pas d'action tangible par elle-même, mais c'est une politique de discours et d'idées, Elle passe juste là-dedans, elle produit des idées, elle produit des discours, et elle escompte que ces discours et ces idées aient des impacts et des effets réels sur le marché du travail, ce qui est le cas. Ce qui est le cas pour 4 raisons que je vais très rapidement évoquer. Premièrement, parce que l'Union européenne, par ce biais-là, elle fait ce qu'on appelle un cadre normatif, c'est-à-dire elle dit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle fait un cadre de normes de ce qu'il faudrait faire, ce qui est moralement juste. Et depuis les années 90, elle tient des lignes qui sont constantes dans le temps, qui consistent avant tout à renouer avec des très vieilles théories du chômage qu'on avait au 19e siècle, au début 20e siècle, qui sont les théories du chômage volontaire, en expliquant toujours sur le même principe utilitariste que finalement les gens arbitrent. Ils se demandent est-ce que c'est rentable de bosser, est-ce que c'est pas rentable de bosser, du coup est-ce que je vais travailler. Et les gens qui vont pas travailler sont ceux qui ne veulent pas factuellement travailler. Des pays poussent la logique très loin, puisqu'en Allemagne, avec les emplois qu'on appelle emplois à 1 €, fondamentalement, tout le monde en fait peut travailler, parce que tout le monde peut travailler gratuitement. Donc du coup, il devient facile de dire que le chômage est volontaire, parce que si vous voulez pas travailler, le problème n'est pas que vous voulez pas travailler pour 1 €, le problème il est que vous voulez pas travailler. Point. Donc on arrive à découpler complètement le salaire, qui est quand même la légitimation du travail, fondamentalement sur un marché du travail capitaliste, et les questions de volonté individuelle.
Donc l'Union européenne crée tout un cadre de critique de l'État social passif, celui qui indemnise trop, qui dissuade les personnes de rechercher un emploi, qui fait que, en gros, quelqu'un qui toucherait 980 € par mois, du coup, serait dissuadé de travailler, par exemple. Bon. Des cadres de pensée qu'on peut contester et dont on voit sur le terrain, lorsqu'on enquête sur le marché du travail, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les réflexions réelles des demandeurs d'emploi, qui déjà en général ne savent pas combien d'argent ils vont gagner quand ils acceptent ou pas un emploi, donc déjà c'est compliqué de calculer, et surtout ne se positionnent pas sur des idées, ils essaient pas de maximiser leurs gains, en général ils essaient juste de trouver un emploi sur des conditions de dignité, ce qui est une autre vision morale des choses, mais qui ne permet pas de comprendre juste en faisant des calculs coût-bénéfice. L'Union européenne, elle fournit aussi un cadre statistique, c'est-à-dire elle explique le réel, elle donne une vision des choses. Par exemple, je vais prendre un seul exemple. En 2000, l'Union européenne a harmonisé la définition de ce qu'était un chômeur. C'est-à-dire, jusque-là, chaque pays définissait le chômeur assez librement. La Commission européenne a mis en œuvre un phénomène d'harmonisation pour qu'Eurostat ait une définition unique. Et donc, il y a 9 critères, c'est-à-dire il faut être en contact avec une agence publique et s'y rendre volontairement. Il faut être en contact avec une agence d'emploi privée, donc type intérim, candidater directement, demander à des amis, parents, syndicats. Bon, il y a toute une liste. Et par exemple, en France, il y a 225 000 personnes qui étaient classées comme chômeuses, qui ont été retirées des statistiques nationales du marché du travail, parce que l'Union européenne a adopté une vision plus stricte qui, du coup, modifie la manière dont on perçoit les réalités. C'est-à-dire, c'était 225 000 personnes qui, entre guillemets, se contentaient, ça ne rentrait pas dans le cadre, se contentaient d'être juste inscrites dans l'agence publique pour l'emploi, quand elles avaient fait la démarche d'inscription, mais on estimait que ce n'était pas suffisant pour être un vrai chômeur. Voilà, donc on les a retirés. Donc l'Union européenne a un encadrement statistique de ce qui est vrai et ce qui est faux sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on appelle un chômeur, qu'est-ce qu'on appelle un actif, etc. Elle fournit aussi des indicateurs. Des indicateurs, c'est très lié aux statistiques, c'est-à-dire elle donne des chiffres qui servent à classer les pays selon qu'ils réussissent ou pas à accomplir certaines choses. Notamment un indicateur qui est central, c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes actives sur le marché, qui sont sur le marché du travail, qui sont prêtes à prendre un emploi. Et l'Union européenne se donne des objectifs de taux d'emploi et pas de taux de chômage. Donc c'est important la différence, c'est-à-dire le taux de chômage, vous savez, c'est des gens qui sont sur le marché du travail et qui veulent trouver un emploi, qui n'en ont pas. C'est le taux de chômage, combien de gens recherchent un emploi et n'en trouvent pas. Le taux d'emploi, c'est combien de gens sont sur le marché du travail. Point. Donc c'est pas la même chose du tout, et je vais expliquer un peu les conséquences que ça a. Et il y a des objectifs européens. L'objectif donné en mars 2000, c'était de mettre un taux d'emploi à 70%. Il fallait que 70% des populations soient sur le marché du travail, dont 50% pour les travailleurs âgés de 55 à 64 ans et 60% pour les femmes. Donc c'est des objectifs, on donne un chiffre, on dit voilà, il faut atteindre cet objectif-là et c'est bien si on l'atteint. Et après on hiérarchise les pays en disant il y a ceux qui y arrivent, ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui n'y arrivent pas doivent prendre exemple sur ceux qui y arrivent. C'est logique de benchmarking, je conclurai là-dessus. Mais donc c'est un indicateur qui n'est pas inoffensif, l'indicateur du taux d'emploi, c'est pour ça que je voudrais juste l'évoquer. Parfois, quand on lit vite dans la presse, on ne fait pas gaffe et on se dit que c'est pareil que le taux de chômage. Et donc du coup, on a tendance à pas forcément voir ce qui est spécifique là-dedans, même si un taux à 70%, heureusement que ce n'est pas le taux de chômage. Mais donc c'est un indicateur qui a été développé comme une sorte de compromis entre d'un côté les sociodémocrates scandinaves, qui avaient un très fort taux d'emploi, parce qu'en Scandinavie, il y a beaucoup de gens sur le marché du travail, tout le temps, notamment les femmes ont un taux d'activité très élevé, et les libéraux, type au Royaume-Uni, qui mettent aussi beaucoup de gens sur le marché du travail, mais par d'autres biais, des mini-jobs pour les retraités, les jobs étudiants, etc. Et donc en gros, les deux ont fait une coalition en se disant, du coup, dans l'Union européenne, en se disant ce serait bien qu'on ait cet indicateur-là, parce que nous, on serait bien classés. Fondamentalement, l'enjeu était pour eux d'avoir un rapport de force. Ils ont réussi à faire une coalition qui a imposé cet indicateur-là, qui les a mis comme étant les bons élèves de l'Union européenne. Mais cet indicateur, il pose des problèmes d'autant plus forts qu'on regarde des pays comme la France, pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on parle de taux d'emploi, on ne parle pas d'emploi à temps plein. C'est-à-dire les pays qui ont plein de personnes qui travaillent à mi-temps, à tiers-temps, à quart-temps, sont comptés pareil que ceux qui ont des pays à plein temps. Par exemple, à l'intérieur de l'Union européenne, la France est un peu en dessous de la moyenne en taux d'emploi. C'est-à-dire, dans l'Union à 28, il y a 65% de personnes qui sont sur le marché du travail. Donc le taux d'emploi est de 65%. Et en France, il est de 64%. Donc on est légèrement en dessous de la moyenne européenne. Mais si on prend seulement l'emploi des gens
en équivalent temps plein, donc si on convertit en nombre d'emplois à temps plein, de bonne qualité, qui permettent de vivre en travaillant. Dans l'Union européenne, on est à 58,4% et en France à 59%. Donc la France est au-dessus si on prend cet indicateur. C'est juste pour montrer le caractère évidemment toujours fragile et toujours orienté de ce qu'un indicateur qui, dans une réalité, enfin qui prétend montrer une réalité, mais qui en fait évidemment montre une réalité qui était, à laquelle il a été adapté. Évidemment, l'objectif là, c'est que certains pays qui avaient des bons scores ont voulu qu'on mesure ce qui était un succès par ce biais-là. Donc c'est un indicateur qui passe sous silence tout ce qui est qualitatif. Qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi ? Ça donne pas de réponse. La seule chose qui compte, c'est un emploi. Vous avez signé un contrat de travail, quel qu'en soit le cadre, c'est bien. Enfin, c'est équivalence. Un CDI bien payé est équivalent à un contrat d'intérim, quand on calcule ça. C'est des données qui sont assez... Comment dire ? Des données qui sont assez imprécises, parce que évidemment, elles ne disent pas comment il faut atteindre les objectifs. On peut faire type Royaume-Uni, créer même les contrats 0 heure. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est une invention récente au Royaume-Uni. C'est des contrats en fait, que vous signez et vous ne savez pas combien de temps vous travaillez. C'est-à-dire vous avez un contrat qui vous unit à un employeur qui va vous appeler en vous disant j'ai besoin de X heures. Et il est possible que vous ne soyez même pas appelé du tout. Avec l'exclusivité, exactement. Oui, vous ne pouvez pas en cumuler plusieurs en même temps. Et donc du coup, vous êtes en relation d'emploi, même si vous ne travaillez pas. C'est un exemple qui semble évident quand on le dit comme ça. Et c'est des données évidemment qui ne reflètent pas le caractère hétérogène du marché du travail. C'est-à-dire, on prend le taux d'emploi des 15-64 ans, mais pour prendre un exemple tout bête, plus un pays envoie des jeunes à la fac, du coup, moins il sera bon. Parce qu'il aura des jeunes qui ne sont pas sur le marché du travail. Et donc, du coup, un pays qui déscolariserait la moitié de ces jeunes en fac gagnerait 1 point, 1,5 point de taux d'emploi, parce qu'il les mettrait sur le marché du travail. Est-ce que pour autant c'est bien ? Bon, c'est un enjeu qui se pose. Mais on peut dire que c'est bien. Moi, j'en suis pas convaincu, mais on peut estimer que c'est bien. Mais en tout cas, c'est une question qui se pose et qui n'est pas innocente derrière cet indicateur-là. C'est tout ce que je voulais restituer, le fait que derrière l'indicateur, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et je suis perdu dans mon truc. Voilà. Et pour finir, l'Union européenne agit sur l'emploi en hiérarchisant les pays selon leur performance par ce qu'on appelle le benchmarking. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait écho, un mot que vous avez peut-être vu ? Donc, c'est, on va dire, un sorte d'étalonnage. Vous hiérarchisez les pays. Vous prenez un indicateur, par exemple le taux d'emploi, et vous faites une liste des pays, de celui qui a le plus haut à celui qui a le plus bas. Et on compte sur le fait qu'il y ait une pression des pairs, c'est-à-dire en gros que ceux qui réussissent disent à ceux qui ne réussissent pas de prendre exemple, pour que ceux qui sont tout en bas imitent ceux qui sont tout en haut. Donc c'est une vision qui est très simplifiée évidemment, qui consiste à croire qu'en fait on peut transposer des politiques d'un pays à l'autre, ce qui évidemment n'a pas grand sens, on peut revenir dessus après. Et donc on réduit à une succession ou une addition d'indicateurs uniques, une sorte de hiérarchie de succès, c'est-à-dire selon des chiffres, on va réduire à ça. Et d'un côté, on simplifie, parce qu'évidemment, on réduit à une donnée une réalité sociale. De l'autre côté, on essaye de faire une sorte de grande communion. En gros, tout le monde serait d'accord pour atteindre cet objectif-là. C'est-à-dire les sociodémocrates et les conservateurs, finalement, discutent juste de comment atteindre ce chiffre qui serait bon, mais sans jamais, en général, ouvrir la boîte noire de ce qu'il y a derrière le chiffre et pourquoi, en fait, on voudrait l'atteindre. Parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'on a envie ? Est-ce qu'on veut que l'avenir collectif, ce soit mettre plus de gens sur le marché du travail ? C'est une question qui se pose, mais qui n'est jamais posée, mais qui se pose lorsqu'on se demande comment atteindre cet objectif-là. Et surtout, c'est un indicateur qui fonctionne selon le principe du toujours plus. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire ce qui marche pas, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On est là pour hiérarchiser ce qui est plus ou moins bien sur un score. L'idée étant que tout le monde peut faire mieux et tout le monde peut toujours s'améliorer, doit faire des efforts pour essayer d'arriver vers le haut, quoi. C'est-à-dire, parce que celui qui est haut, c'est le moment où il monte encore un petit peu. Du coup, ça met une pression supplémentaire sur ceux qui sont en bas, qui doivent redoubler d'efforts pour réussir à réduire cet écart entre eux et ceux qui sont en haut. Donc c'est vraiment une logique de politique publique qui correspond à un certain esprit des années 80, de néolibéralisme, où on met les territoires en concurrence. Ici, on met même des États, du coup, en concurrence. Ils sont supposés être en compétition perpétuelle, prouver leur performance pour attirer les cerveaux, entre guillemets. Donc ça va être investisseurs, ça va être certains grands patrons, etc. Donc attirer ce qu'on définit comme étant un cerveau et attirer le capital financier, évidemment, pour des territoires et l'argent, en général, évidemment, au détriment des territoires d'où cet argent-là part.
Merci. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la même logique en fait que tous les classements universitaires qui sont faits dans le monde entier, par exemple le classement de Shanghai, etc. Et en fait, qui se base sur des indicateurs très contestables en réalité, puisque qui ne voient pas forcément la progression des étudiants, etc. Et ben, enfin, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, enfin, quoique, qui a à voir aussi avec l'Union européenne complètement. Mais disons que le principe, voilà, est totalement le même en fait. C'est ce principe, comme tu le disais, libéral, de classer en fait en fonction d'indicateurs qui eux-mêmes en fait ne sont que des indicateurs qui en fait évaluent la performance économique. Parce qu'en fait, le classement de Shanghai, si on regarde les universités qui sont les premières, en fait, c'est des universités qui ont énormément de budget et donc du coup qui sont performants du coup économiquement. Intellectuellement, ça serait d'autres. Enfin bon, il y en a qui cumulent les deux, mais bon voilà. Voilà. Donc pour revenir sur du coup se replonger sur l'évolution du coup des différents traités qui ont été adoptés. Donc en 1998, il y a eu donc la signature d'un autre traité. Hein, on vous les fait pas tous, hein, mais les principaux. Le traité d'Amsterdam, qui en fait a instauré ce qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance. Et qui va ensuite être en lien avec la prochaine introduction de l'euro. Et en fait, lors de l'instauration de ce pacte de stabilité et de croissance, on a eu en fait la définition de ce qu'on appelait, enfin de ce que l'Union européenne appelle les grandes orientations des politiques économiques, donc qui vont être les grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne, et qui en fait rappellent aux États membres que les hausses de salaire qui vont être jugées excessives au sein d'un territoire doivent connaître un resserrement de la politique monétaire. Parce que l'Union européenne, en fait, appelle à faire coïncider les salaires sur les niveaux de production, en fait, nationaux. Le traité de Maastricht, lui, qui a été adopté auparavant, 6 ans avant, en 1992, avait favorisé la hausse des taux d'intérêt et la diminution des dépenses publiques. Et ce qui a créé une forte récession en 1993 et qui va durer jusque du coup à cette signature du traité d'Amsterdam. Et on va alors, paradoxalement, assister à la création d'une stratégie européenne pour l'emploi par certains chefs sociaux-démocrates au pouvoir, comme tu les as évoqués. Donc on pensait à Blair, Schröder, Jospin également, par exemple, pour la France. Et en fait, ici, on a vu donc du coup ces chefs d'État qui souhaitaient mettre en place certaines mesures, dont cette fois à l'échelle nationale. Par exemple, en France, on a souhaité l'incitation à la création de la prime pour l'emploi dans le milieu du travail, l'incitation aussi à la création de politiques de réduction des cotisations sociales, de lutte contre les pré-retraites, etc. Ou encore la recherche d'un certain suivi individualisé des personnes qui sont privées d'emploi, donc comme Adrien en avait parlé notamment à Pôle emploi, la NPE. Mais en fait, le problème, c'est que toutes ces initiatives donc, qui pouvaient être parfois intéressantes en fait, dans leur réflexion, sont soumises à ces grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne, qui en fait encadre les politiques qui peuvent être prises à l'échelle nationale. Et en fait, à l'échelle nationale, il est extrêmement difficile, voire impossible, de contrebalancer les orientations de ces grandes politiques, de ces grandes orientations des politiques économiques qui sont liées à l'échelle européenne. Donc là, on voit en fait, on commence à saisir la façon dont l'Union européenne encadre également des initiatives en fait qui peuvent être prises à l'échelle en fait nationale et qui n'iraient pas en fait, dans les lignes en fait qui sont prises par l'Union. Voilà. Et au fond, en fait, les objectifs qui priment en fait et qui sont encore une fois après plusieurs années, des décennies après le traité de Rome, qui sont des politiques qui perdurent, sont en fait des objectifs de réduire le coût du travail, encore une fois, d'accroître la flexibilité du marché du travail. Flexibilité, c'est un mot qu'on entend un peu partout, notamment concernant l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. On leur demande d'être de plus en plus flexibles pour se vendre à une entreprise, etc. Et de réduire donc le coût du travail et de développer également certaines incitations monétaires. Et donc tout ça en fait va perdurer tout au long de l'installation de l'Union européenne et des différentes mesures qui vont être prises. Et en fait, quand on étudie tout ça, en fait, on se rend compte qu'il va s'agir
au sein de l'Union européenne réellement d'une réduction du salaire total. Alors le salaire total, c'est quoi? En fait, c'est la somme du salaire net qui va être perçu par un salarié et des prestations sociales. Et donc en fait, on va en fait tendre vers cette réduction de ce salaire total, puisqu'en effet l'Union européenne va demander de réduire les cotisations sociales, mais pas de maintenir les prestations sociales, en fait, ce qui va être un peu du coup problématique. Voilà. Et puis avec l'arrivée donc de l'euro, en 2002, qui est mis en circulation en 2002, la seule variable pour s'adapter en fait aux fluctuations de la conjoncture va être les salaires, en fait. Et donc du coup, on a en fait la Banque centrale européenne qui là va avoir pour projet d'influencer certaines négociations salariales nationales pour garantir une stabilité des prix suite à l'arrivée de l'Union européenne. Mais en réalité, comme vous le savez bien, on n'a pas vraiment vu cette stabilité des prix, bien au contraire. En fait, il y a eu tout simplement une absence en fait de volonté partagée entre les pays membres. Donc le projet n'a jamais abouti et c'est pour ça qu'on a assisté à une très grande inflation des prix, avec l'exemple que tout le monde prend de la baguette qui est passée de je sais pas combien à 1 euro maintenant, voilà. Alors que je sais même plus combien c'était en francs, mais enfin voilà. Je sais pas combien, 50 centimes. Bon bah voilà, et 2 francs. Alors que là, ça serait 7 francs presque en fait. Voilà, donc enfin voilà. 3,14. Ouais. Oui, non mais c'est ça. C'est ça. Voilà, exactement. Donc une augmentation de 14 fois le prix, ce qui est en fait considérable en fait. Et donc du coup, ce qui a été complètement. Oui. Ça dépend lesquels, ouais. Ça dépend quel salaire, puisque du coup, avec l'abolition des droits de douane, du coup, on a un certain nombre de salaires, donc du coup, et notamment les salaires des ouvriers, qui ont été incités à être extrêmement baissés, puisqu'en fait, les ouvriers ont été directement en concurrence avec la main-d'œuvre d'autres pays de l'Union européenne très pauvres. Et voilà, donc du coup, pour se vendre ensuite sur le marché du travail, alors qu'on est payé 5 euros de plus par heure, qu'on revendique d'être payé 5 euros de plus par heure que quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Voilà, donc en fait, rien ne va être fait non plus pour le rééquilibrage des revenus. En fait, donc on va avoir, avec l'arrivée de l'euro, comme si les États subissaient en quelque sorte l'inflation, pas naturelle, mais conjoncturelle qui est arrivée. Et puis, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu comme une espèce d'euphorie de la part du monde du milieu politique, économique, de revenir au plein emploi. On en a parlé avec Adrien, plein emploi, avec l'adoption de ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne en 2000, qui a été présentée comme un vrai tournant social, mais qui en fait est totalement resté dans la continuité de la logique de pleine concurrence du traité de Maastricht. Et donc l'objectif était de parvenir à l'achèvement du marché intérieur et d'accélérer la libéralisation des secteurs comme les secteurs du gaz, les secteurs de l'électricité, les services postaux et les transports. Mais en fait, la question de la qualité des emplois ne se pose pas vraiment là-dedans. Puisqu'en fait, elle disparaît tout simplement, ou je ne sais même pas si elle a été présente à un moment, sans doute, mais en tout cas, peut-être, elle a été évoquée, mais jamais vraiment mise sur table dans les débats. Elle va tout de suite disparaître parce qu'évidemment, comme Adrien l'a rappelé, plein emploi ne veut pas dire augmentation de la qualité des emplois. Quand tu prenais l'exemple des personnes qui avaient certes un emploi, mais qui travaillaient par exemple 3 heures par semaine. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un emploi ? C'est une question. Si on regarde, là je fais une parenthèse sur un secteur sur lequel je travaille dans ma thèse, qui est celui des emplois à domicile, en fait, donc des personnes qui travaillent à domicile, des employés de maison. En général, ces femmes, je dis ces femmes parce que pour 98% ce sont des femmes, cumulent les emplois, entre guillemets, qui sont en fait un cumul d'horaires de travail, puisqu'elles vont travailler 2 heures chez un employeur, 2 heures chez un autre, ce qui fait que, par exemple, elles peuvent travailler 15 heures par semaine, mais en ayant 5 employeurs différents. Donc, elles n'ont pas, en fait, de réel emploi stable, et elles sont, en fait, dans une précarité totale, puisque, de toute façon, 15 heures par semaine payées au coût où elles sont payées, en fait, ne leur garantit pas un salaire, ne leur garantit...
Exactement. Il faut rajouter le transport qui, en plus, dans ce secteur-là, est totalement négligé. Enfin, il y a aucun, comme ce sont des travailleuses individuelles, enfin, qui sont seules, etc. Qu'il n'y a pas de collectif, qu'elles ne travaillent pas en entreprise, mais au domicile des gens. Voilà, il y a en même temps cette question du temps de transport, du coût du transport, qui est voilà. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, en fait, c'est voilà, un exemple pour voir que hausse du taux d'emploi n'a rien à voir avec hausse de la qualité de l'emploi. Et bien au contraire, en fait, puisque justement, à ce moment-là, comme on a voulu, en fait, créer de l'emploi, ben, on a créé des heures de travail plutôt que de créer de l'emploi, en fait. Et ce qui permet statistiquement, comme l'a montré Adrien, de montrer qu'en fait, le taux d'emploi augmente. Oui, certes, il augmente statistiquement et théoriquement, mais en pratique, c'est même pire en fait que de ne pas avoir d'emploi en fait parfois voilà donc et ça c'est lié voilà à cette préoccupation avant tout de la croissance et de l'emploi et puis de cette préoccupation comme j'ai dit tout à l'heure de la justice sociale de se limiter à la lutte contre la pauvreté et non pas à la baisse des inégalités entre les travailleurs, entre les salariés. Voilà. Et donc, du coup, avec l'échec de cette stratégie de Lisbonne, en fait, qui a été un échec, malgré l'euphorie qu'elle a pu créer, on va essayer, en fait, d'adopter des stratégies plus simplifiées, on va dire, de hausse du taux d'emploi, mais pas de hausse du budget, ni des hausses des compétences réglementaires au sein des emplois. Et donc, c'est à ce moment-là que tous les États européens vont être amenés en fait à transmettre un document sur leur politique économique, document qui va être regardé par le Conseil européen, qui en fait va ensuite transmettre des recommandations à chaque État par rapport au bilan que chaque État aura lui-même dressé de ses propres politiques économiques et des impacts qu'elles ont eus sur le travail là notamment. Et donc, du coup, tous les États, à ce moment-là, se sont engagés en faveur de l'équilibre budgétaire, ce qui va forcément renforcer, en fait, la pression sur les salaires. Et puis alors, le problème dans cette espèce d'évaluation, en fait, de chaque État membre qui est fait par le Conseil européen, c'est que le Conseil européen va donner des conseils, en fait, mais des conseils qui vont aller tout le temps dans le sens d'augmenter la croissance, d'augmenter la rentabilité des entreprises, etc. Et pas vraiment ne va pas vraiment donner de conseils tout simplement pour augmenter, savoir comment aussi faire en sorte que les salariés soient mieux payés, etc. Enfin, des mesures, on va dire, purement sociales. Voilà. Et puis, la Commission va vouloir surveiller les salaires et les coûts du travail. Va vouloir surveiller les salaires, car en fait les coûts du travail à ce moment-là ont excédé les gains de productivité dans plusieurs États membres avant la crise, ce qui va avoir dégradé leur compétitivité et qui va les avoir précipités dans la crise. Et ça, du coup, l'Union européenne les pointe du doigt en disant, bon, bah voilà, forcément, comme vos coûts du travail ont excédé vos gains de productivité, bah, c'est ça qui vous a précipité dans la crise. Donc, en même temps, bon, y a toute cette logique de culpabilisation, en fait, des États qui essayent malgré tout, de sauver leur population de la crise économique. Donc, voilà. Donc, pour la Commission, en fait, en quelque sorte, ce qu'on comprend quand on voit ça, quand on lit les textes, c'est que si le chômage augmente en Grèce ou en Espagne, par exemple, c'est qu'en fait, les prix et les salaires ne baissent pas assez. En fait, c'est que tout simplement, en gros, leur main-d'œuvre n'est pas assez attractive, en fait. Enfin, leur main flexible n'est pas assez flexible, attractive, parce que voilà, trop payée, en quelque sorte. Voilà, donc ça révèle quand même d'une certaine logique un peu, qui est contestable. Voilà. Donc, comme on l'a compris, donc cette logique-là est de l'Union européenne est de renforcer la concurrence sur le marché du travail pour faire baisser les salaires et donc réduire le chômage. Voilà. Donc certes, on a une réduction du chômage, mais en même temps, on a des salaires qui sont beaucoup plus faibles. Parce que évidemment, qu'on pourrait embaucher 2 personnes dans une entreprise à la place d'une, puisque si on paye la personne 2 fois moins, voilà, on peut. Mais donc du coup, pour le coup, ça réduit pas les inégalités entre les gens. Voilà. Et puis.
En fait, pour revenir à ce qu'on disait donc, au début avec l'Allemagne, alors il y a eu plusieurs modèles comme ça qui ont été un petit peu mis sur un piédestal, on va dire, par l'Union européenne. Alors on a eu les pays scandinaves, notamment pour les questions d'éducation. Vous avez sans doute dû déjà en parler. À chaque fois, on compare en fait notre système éducatif avec le système éducatif scandinave. Et ensuite, on a tout le temps des experts, des spécialistes qui nous disent mais en fait, c'est incomparable tout simplement parce que structurellement, on est des pays totalement différents, qu'on n'a pas du tout la même histoire, etc., etc. Donc en fait, à la fois, on a une valorisation pendant un temps qui d'ailleurs baisse un petit peu, hein, on en entend beaucoup moins parler, mais du modèle scandinave aussi, de la mise sur le marché du travail de ces travailleurs, et je parle notamment pour l'emploi domestique, ça a été particulièrement... Enfin, il y a eu des choses là-dessus. Sans que pour autant l'Union européenne, en fait, oblige ses États membres à prendre des mesures qui colleraient à ce modèle-là, parce qu'on pourrait dire bon bah voilà, l'Union européenne trouve que le modèle des pays scandinaves est un modèle économique à suivre, donc elle va préconiser à tous ses États membres bon bah voilà, on va essayer de les suivre, donc on va adopter telle mesure, telle mesure, telle mesure. Et en fait c'est pas le cas en fait, ça reste un peu de l'ordre du discours, parce qu'en même temps on a la valorisation du modèle de l'Allemagne qui pour le coup n'a rien à voir avec le modèle scandinave, qui est plutôt un modèle libéral en fait, et que du coup l'Union européenne va également promouvoir. Et donc, en fait, elle promouvoit des modèles qui ont des logiques complètement différentes, des logiques économiques et un état du marché du travail totalement opposé même. Et donc, du coup, c'est pour ça forcément, on a des difficultés à saisir quelle est la logique de l'Union européenne, en fait, dans sa logique claire. Enfin, ça manque de clarté, pour le coup. Et en fait, là, on pourrait dire qu'il faut plutôt choisir, en fait, soit entre la décentralisation des négociations salariales ou l'égalité salariale, tout comme il faut choisir entre la flexibilité du marché du travail et la réduction de la pauvreté, en fait. Donc c'est des choses en fait totalement contradictoires qui sont valorisées par l'Union européenne. Et donc du coup, ce qui entraîne une perte un petit peu de compréhension aussi des États membres, et pas que de la population, mais également des politiques, en fait. Voilà. Donc je repasse la parole à Adrien. Oui, on va conclure sur cette question-là avec un petit regard porté sur l'actualité récente. Donc bon, on le sait, l'architecture contemporaine de l'Union européenne, elle repose sur 3 piliers. La stabilité, c'est la Banque centrale européenne qui s'en charge. La liberté de concurrence, c'est la Cour de justice qui la garantit. Et l'équilibre budgétaire, ce sont les traités successifs, pacte de stabilité, TSCG, etc., qui sont censés les préserver. Donc il y a cet édifice avec 3 acteurs qui verrouillent ça et qui ont une politique de gel salarial, donc stabilité, liberté de concurrence et équilibre des comptes, puisque c'est une politique qui refuse deux orientations qui seraient alternatives à tout cela pour accroître l'emploi, qui serait la stimulation budgétaire, donc mettre de l'argent. Là, la Banque centrale européenne et les pactes de stabilité consécutifs sont là pour le verrouiller. Ou, deuxième option, qui sont augmenter les salaires. Mais là, la stabilité d'une part, la logique non à l'inflation de la Banque centrale européenne et la liberté de concurrence de la Cour de justice, qui parfois va même jusqu'à casser le droit syndical, sont là pour agir contre cette orientation-là. Donc, c'est pas vrai. L'Union européenne ne valorise pas officiellement et directement le gel salarial, mais en tout cas, elle invalide les autres pistes, ce qui est une manière indirecte, évidemment, d'avancer dans cette direction-là. Et on le voit depuis le début de la crise, du durcissement dans l'Union européenne de la crise, on va dire 2010, le début des mises sous tutelle de certains budgets nationaux, l'arrivée et la création de la Troïka, bien sûr, à Chypre, en Irlande, en Grèce. On a vu, pour prendre le cas grec, qui est un exemple parlant, on voit très bien que il y a une sorte d'échange qui est promu par l'Union européenne, qui est argent contre salaire, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez, que l'Union européenne, entre autres, donne de l'argent et donne des crédits, après que les États ont été en crise parce qu'ils ont adhéré à une architecture européenne qui était complètement déséquilibrée. Si vous voulez de l'argent, il faut couper dans les salaires. Voilà, c'est une condition. Ça devient une condition de réforme macroéconomique, de réforme structurelle, comme on a fait dans certains pays africains, comme on a fait en Amérique latine avec le FMI.
On l'a vu en Grèce lorsque la BCE a juste décidé de couper les fonds, enfin menacé de couper les fonds aux banques nationales, parce que la Grèce a résisté à des revendications qui étaient celles de la Troïka, qui étaient les coupes de salaire, la baisse du salaire minimum. Je rappelle quand même qu'à l'époque, le salaire minimum grec était passé de 751 €, ça c'était en 2009, à 581 € en 2014. Et tout ce qui était déréguler le marché du travail, donc mettre à bas les conventions collectives, mettre à bas les rounds de négociation. Bon, quand un pays s'est opposé à ça, à ces orientations de politique économique européenne, et bien tout simplement, on l'a menacé de faire s'effondrer l'intégralité du marché bancaire national, ce qui est une réponse, on va dire, au moment de la guerre froide, on disait que ce n'était pas forcément une réponse proportionnée en termes de conflit. Et je vais prendre une citation qui est intéressante, celle de Mathias Mors, qui était le représentant de la Commission européenne en Grèce en 2011, qui le 13 octobre 2011 déclarait, je pense qu'il résume bien l'esprit: le salaire minimum en Grèce est supérieur à celui des pays membres de l'Union européenne ayant le même niveau de vie. Nous voulons que la Grèce trouve le niveau de salaire minimum adapté à sa situation économique. Donc voilà, il y a une perspective claire qui est tracée, qui consiste à adapter les salaires aux orientations économiques européennes et à une division du travail qui aurait entre les pays de la zone, de l'Union européenne d'une part et de la zone euro d'autre part. Deuxième angle externe de cadrage, de gel des salaires, c'est ce qu'on pourrait appeler l'extension du domaine du dumping permanent, c'est-à-dire le fait qu'on élargit les accords d'association avec des pays où les salaires sont beaucoup plus bas, même en dehors de l'Union européenne, ce qui évidemment fait une pression sur les revendications salariales. L'exemple récent, c'est l'Ukraine. On sait que c'est là-dessus qu'a démarré le conflit en Ukraine actuel, avec l'accord d'association de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne en juin 2014. Je rappelle quand même qu'en Ukraine, le SMIC est à 75% du SMIC chinois, pour donner un ordre de grandeur. C'est-à-dire, et c'est 3 fois inférieur à celui de l'Albanie. Voilà, c'est-à-dire que pour les salariés albanais, c'est 3 fois moins la rémunération des salariés ukrainiens. On est sur des échelles qui sont extrêmement fortes. On est à environ 50 € de salaire minimum mensuel en Ukraine. Donc vous avez un rapport en termes de ce que ça signifie pour le dumping. C'est-à-dire on est à des écarts de salaire avec la France, on est de 1 à 20, quoi. Plus de 1 à 20. C'est des écarts énormes. Et donc, il y a une allocation spatiale du capital et du travail qui est organisée tout au long des frontières, avec toujours cette espèce de doxa européenne qui vise à promouvoir la liberté de circulation du capital. Bon, ça, on voit très bien comment il circule. Du travail, là, on voit moins bien. Quand on voit que le fait de maîtriser des langues étrangères, ça dépend de la situation sociale, et plus on monte dans l'hierarchie sociale, plus on parle des langues étrangères. Ça dépend évidemment, les femmes qui ont des enfants, évidemment ne sont pas capables du jour au lendemain de partir travailler à Chypre, parce que du coup il y aura des emplois à Chypre et que ça rééquilibrerait le marché intérieur, que le travail suive le capital. Bon. Et c'est comme ça que ça fonctionne théoriquement. Liberté de circulation pour permettre un équilibre offre-demande, c'est ça qu'il faudrait qu'il se passe. Évidemment que les êtres humains ont tendance à résister à ce genre de loi du marché et ont tendance à ne pas se laisser bouger comme ça tous les 2 mois en Europe suivant les variations de l'offre et de la demande. Ce qui n'est bien sûr pas le cas du crédit bancaire. Et pour finir, je vais juste vous donner une petite citation. Je ne sais pas si ça va vous... si jamais je vais vous la lire et on va voir si quelqu'un se doute d'où ça vient. C'est à l'Assemblée nationale française que ça a été prononcé. À ceux qui prétendent que les traités européens conduiraient au relèvement du niveau de vie des masses laborieuses, je veux répondre qu'avec la liberté de circulation de la main-d'œuvre, les impérialistes allemands, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a dit ça, les impérialistes allemands et leurs partenaires des autres pays intéressés pourraient se livrer à de vastes opérations anti-ouvrières d'utilisation des chômeurs en vue de briser les mouvements revendicatifs des travailleurs et en vue de réduire le niveau de vie de l'ensemble de la classe ouvrière. Non, quand même pas. Il était très visionnaire, mais on n'est pas à Jean Jaurès. Non, c'est pas DSK, c'est pas Seguin, c'est 57. Ça, c'est Jacques Duclos au moment du traité de Rome. Donc pour montrer que le débat est pas récent. C'est-à-dire que la logique de dumping, à l'époque, le dumping, c'est l'Italie ou les Pays-Bas qui sont sur le libre-échange, c'est ça. Mais lui, c'est vrai qu'il dit directement le traité européen. Donc il y a ça. Donc voilà, ça fait 60 ans que le débat est sur la table. C'est quand même pour montrer que c'est pas un débat qui a quelques années. Et vous aviez aussi un autre dirigeant, peut-être qui est moins polémique dans le débat public, qui est Pierre Mendès France, qui à l'époque aussi s'oppose au traité de Rome, en expliquant « Ne nous le dissimulons pas, nos partenaires veulent conserver l'avantage commercial qu'ils ont sur nous du fait de leur retard en matière sociale. La tendance à l'uniformisation n'implique-t-elle pas que les pays les plus avancés vont se voir interdire, au moins momentanément, de nouveaux progrès sociaux ?
C'est un momentanément qui est un petit peu long pour le coup. Tout relèvement de salaire ou octroi de nouveaux avantages sociaux n'est-il pas dès lors et pour longtemps exclu pour les ouvriers français? Donc voilà, c'est pas vraiment, je pense que c'est important d'insister là-dessus, qu'on n'est pas sur des débats qui auraient quelques années, qui auraient attendu 2005 et la Constitution européenne. C'est des débats qui sont posés depuis 60 ans et qui, inversement, ont disparu à partir des années 80, un peu de la sphère politique, qui reviennent maintenant en force avec la crise de 2008-2009, son accentuation, et le tournant le tournant autoritaire pour le coup de l'Union européenne, qui ne se contente pas juste d'harmoniser, de mettre en relation des lignes politiques, mais maintenant met sous tutelle et impose des politiques publiques à des pays censément, enfin en tout cas nommément souverains. Ouais, je rajoute juste un truc. Donc voilà, donc oui, et juste pour conclure du coup, enfin pour continuer sur ça et pour conclure, cette citation donc qui est une citation de 1957, en fait illustre en fait on a un exemple en fait qui illustre totalement cette citation là, c'est que en fait nouvellement la Commission européenne va estimer que la fixation de salaire minimum en fait au sein des États membres peut prévenir une augmentation du nombre de travailleurs pauvres. Bon, on peut se dire, théoriquement, oui, en fait. Enfin, on peut se dire c'est pas plus mal d'avoir un salaire minimal comme on a en France pour garantir, en fait, un certain revenu à des salariés. Sauf que ce salaire doit être compris, selon l'Union européenne et selon donc, la Commission, entre 30 et 40% du salaire médian d'un pays. Sauf qu'en fait, l'immense majorité des salaires minima européens, des salaires des pays des minima européens, sont bien au-dessus de ces valeurs-là, en fait. Donc, la Commission européenne fixe un salaire minimal qui correspond à un pourcentage d'une autre mesure du pays. Donc, en fait, dans presque tous les pays, on a déjà des salaires minimaux qui sont supérieurs à ce que fixe la Commission européenne. Donc, il n'y a pas vraiment de progrès, du coup, là-dessus. Enfin, il y a même une régression. 60%. Ouais, 60%. Donc là, bah voilà, c'est ça, complètement. C'est 600 euros, hein. 30-40% du salaire médian. Ah oui, bah oui, c'est ça. On est à 600 euros. On est à 600 euros en fait. Le SMIC. Voilà. Donc bon, on a un SMIC supérieur. Et heureusement. Voilà. Donc c'est parfaitement en fait une illustration des craintes qu'avait Pierre Mendès France sur l'Union européenne. Voilà. Et puis comme tu disais, juste pour finir, Adrien, et après c'est encore quelque chose à dire, mais voilà, juste pour terminer sur la question, comme tu disais, des ouvriers et sur la circulation en fait de la main-d'œuvre au sein de l'Union européenne. Cette circulation, elle est extrêmement inégalitaire puisqu'en fait les élites entre guillemets, ceux qui vont posséder donc à la fois des ressources non seulement économiques mais également on va dire culturelles, vont maîtriser plusieurs langues et donc du coup vont pouvoir aller facilement travailler dans un autre pays, vont pouvoir comme j'étudie déléguer certaines tâches, par exemple l'éducation de leurs enfants à des personnes qu'ils vont employer et donc vont pouvoir en fait s'expatrier beaucoup plus facilement que des personnes qui vont avoir un salaire extrêmement faible, qui vont par exemple travailler dans une usine, qui vont pas maîtriser d'autres langues et qui vont être des femmes qui vont avoir des enfants à élever et qui pourront pas trimballer leurs enfants partout dans l'Union européenne à défaut de se payer une main-d'œuvre salariale pour s'occuper d'eux. Voilà. Oui, en Ukraine. Oui, en Ukraine. 40 euros par mois. Voilà, c'est ça. Bon, je vais donner quelques réponses. Je ne sais pas si on sera forcément toujours d'accord. C'est le charme des moments de questions-réponses, parce qu'on est d'accord sur l'analyse des choses, mais on n'est pas. Enfin, je sais pas, on verra, parce qu'il y a des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de certains trucs. Oui. Et je trouve ça bien. Alors, sur les questions auxquelles je peux répondre. Alors, l'OIT, oui, il y a une opinion différente. L'OIT ne développe pas les mêmes approches que l'OCDE ou
donc que les institutions européennes. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que l'OIT servait de référentiel légal et juridique pendant très longtemps sur le marché du travail. L'OIT, donc les premières conventions, c'est années 20. On en reconduit beaucoup en 1948, après-guerre, notamment emploi convenable, etc. Et à partir des années 80, il y a un peu des créations de plusieurs groupes avec de plus en plus de conventions signées par un faible nombre de pays et une division de plus en plus grande dans l'OIT entre les pays qui adoptent certaines conventions et ceux qui ne les adoptent pas, avec donc une division de plus en plus forte. Et les références à l'OIT disparaissent vite en fait. L'Union européenne fait très rarement référence à l'OIT. L'OCDE est souvent invoquée et mobilisée. L'OIT, non. Alors que l'OIT, en revanche, fait un travail... Ensuite, l'OIT, c'est beaucoup spécialisé sur tout ce qui est traite d'êtres humains, travail des enfants, etc. Donc bon, aussi sur des choses qui sont souvent... à tort ou à raison, mais imaginées comme étant du tiers-monde, en gros, et qui ne seraient pas pertinents dans les pays industriels. C'est comme ça que c'est beaucoup vécu. L'OIT s'adresse beaucoup à des pays du tiers-monde. Ensuite, bon, l'OIT représente je ne sais pas combien de pays dedans, mais il doit y en avoir 180 environ. Donc bon, du coup, les pays européens sont quand même assez minoritaires dans l'OIT et leurs préoccupations ne sont pas au centre de ça. Mais l'OIT, non, a des positions beaucoup plus critiques sur la déflation salariale, sur le modèle allemand, etc. Elle est très critique là-dessus. Ne serait-ce que parce que dans l'OIT, il y a beaucoup de reconversions professionnelles d'anciens syndicalistes. Bernard Thibault, mais qui passe du niveau national à une nomination via un gouvernement ou alors à un concours ouvert type, parce que c'est une agence de l'ONU, donc c'est des concours aussi. Donc il y a beaucoup de gens, de fonctionnaires, de syndicalistes qui après 25, 30, 40 ans de syndicalisme basculent à ce niveau-là. Voilà. Et travaillent, donc c'est pour ça en fait que du coup les orientations sont un peu différentes, parce qu'évidemment les directions générales de la Commission européenne, c'est pas ça du tout. C'est des gens beaucoup plus jeunes qui rentrent après des parcours d'affaires européennes ou de droit européen ou d'économie. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes types de personnes qu'on retrouve dans ces différentes institutions. Alors sur la question de l'avidité et le fait qu'on voit moins donc l'avidité que la stupidité, pour reprendre les termes que tu as employés. Alors la débilité, pardon, tout à fait exact. Alors, je pense en fait qu'effectivement, il n'y a pas du tout que de l'avidité, ne serait-ce que parce que beaucoup de hauts fonctionnaires, en fait, ça leur change rien. Enfin, le montant du SMIC n'a que peu d'influence. Enfin, le salaire et les conditions matérielles de travail d'un haut fonctionnaire, elles ne varient pas selon le montant du SMIC. Donc, on peut trouver des intérêts dérivés si jamais éventuellement il compte se reconvertir dans le privé ou pas. Mais encore que, franchement, je pense que c'est pas... effectivement, ce que tu dis est d'autant plus juste que c'est les gens qui prennent ces décisions-là ne sont pas liés financièrement en fait, aux conclusions. Donc c'est vraiment des schémas intellectuels et des modes de pensée. C'est des convictions idéologiques qui jouent là-dedans. C'est vraiment une manière de comprendre la réalité. Donc c'est pour ça que le point que tu dis est important et qu'on n'est pas dans... entre guillemets des capitalistes qui agiraient ici, mais des gens qui ont des convictions, qui ont travaillé sur des domaines et qui sont idéologiquement convaincus qu'ils ont raison de comprendre comment marche le marché du travail. Ouf. Alors comment ça se fait? Donc demain on fera 4 heures sur comment ça se fait. Exactement. Pour finir sur 2 points, alors la question de la décroissance, est-ce qu'on l'évoque ou pas? Parce qu'on a parlé de la croissance. Alors moi personnellement, j'utilise pas forcément ni l'un ni l'autre des concepts, parce que bon, en fait je pense que ça engage que moi là-dessus. À partir du moment où on critique la croissance pour l'indicateur qui est faible, donc bon, je pense que c'est à ça que tu fais référence, le fait qu'on se dit le PIB finalement c'est quoi? C'est une somme de valeur ajoutée, ça ne veut pas dire grand-chose. On connaît l'exemple classique, quand il y a un feu de forêt ou un accident de voiture, le PIB il monte quoi. Parce que du coup les pompiers interviennent, du coup on paye des gens, du coup le PIB il monte, parce que les voitures elles sont cassées, il faut en racheter, du coup le PIB il monte. Bon. Donc il y a ces faiblesses au PIB que je partage, mais qui du coup font que ça dépend comment on comprend la décroissance, mais si la décroissance c'est de se dire il faut pas croître, à partir du moment où je pense que l'indicateur à la base n'a pas de sens, je m'en fiche en fait. Voilà. Moi j'ai tendance à dire qu'il y a de la croissance, qu'il n'y en ait pas. Pour moi c'est pas un indicateur pertinent, je raisonne ni en croissance ni en décroissance. Si c'est objection de croissance ou critique de la croissance, là oui, c'est un truc dans lequel je me retrouve et où je pense que l'indicateur... Non, c'est clair. C'est pour ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord que la croissance, c'est une sorte de rideau jeté sur des questions sociales qui seraient importantes, qui sont inégalité, conditions de vie, la manière dont les gens subjectivement vivent leurs conditions d'existence. Bon, il y a plein de choses comme ça qui me semblent effectivement bien plus intéressantes que la croissance. Alors bon, les questions de solutions, effectivement, là, on est venu ici pour présenter les analyses, un peu pour cadrer ce qui se passe sur le front de l'emploi et des salaires.
Alors bon, les solutions, c'est pareil, je sais pas si on... Ouais, moi, je vais m'avancer avec ce dont je suis convaincu. Moi, je suis tout à fait favorable à tout ce qui est rupture unilatérale, quoi. Je pense que juste dans le Conseil des ministres de l'Emploi, il faut cesser, quoi, de signer les accords, il faut cesser de transposer, il ne faut pas envoyer des projets nationaux de réforme qui comportent ces décisions-là, quoi. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est des gouvernements qui jouent le jeu, concrètement, qui jouent le jeu de négociations européennes pour essayer de bouger à la marge à certains systèmes. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, en fait, effectivement, de voir ça. Je pense qu'il y a des choses... Enfin voilà, l'Union européenne, on sait comment elle fonctionne. Il y a des traités qui sont à l'unanimité des États membres, qui ne sont pas modifiables par 2-3 pays. Donc il y a l'hypothèse d'une espèce de surgissement prolétarien spontané dans 28 pays. L'Union européenne, pourquoi pas, mais ce qui me semble... en tout cas, quand on fait des sciences sociales, je pense que c'est assez faible comme probabilité, si on essaie de la quantifier. Où il y a la logique de mener le combat sur le front qu'on a, quoi. Et je vois pas d'autre front qui soit possible qu'un front au niveau national et qui prenne des décisions fortes. Je sais pas, arrêter d'appliquer la directive sur le travailleur détaché, les régulariser, les payer comme n'importe qui. Arrêter toutes ces conneries, comme tu dis, parce que je suis pas sûr que la caméra entende tout ce que tu dis, donc voilà. Voilà, sur la question de rupture unilatérale, je pense qu'il y a guère que ça, en fait. Si on se donne comme objectif de sortir de ce type de schéma de pensée et de conception néolibérale du marché du travail, je vois pas d'autre solution que se poser la question du pouvoir. Parce qu'à mon avis, il n'y a que au pouvoir qu'on peut agir là-dessus réellement, de manière offensive. Et une fois au pouvoir, se poser la question de l'ancrage supranational. Et du coup, on peut négocier des choses. Hein, on n'est pas des sauvages. Ensuite, on peut aussi rompre lorsqu'une négociation ne donne rien, parce qu'on n'est pas non plus débile. Juste pour ajouter, je suis sur ça, du coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Okay. Ça te rassure? Donc, sur les solutions, après, il y en aurait des multiples et variées sur le secteur qui nous intéresse, sur l'emploi et les salaires, mais qui sont après des mesures, après, je dirais, pas au cas par cas, mais je veux dire, suivant les différentes branches, etc. Mais il est clair que de façon générale, oui, en fait, à part une volonté, en fait, à l'échelle d'un État de lutter contre les injonctions qui sont adoptées à l'Union européenne. Je pense qu'il y a que ça comme solution, de toute façon. Mais pour ça renvoie, en fait, directement à ce que vous disiez sur la question de qui sont ces technocrates aussi. C'est qu'on sait aussi que ce sont des gens qui sont à la fois au Parlement européen, qui ont à la fois des positions, des mandats nationaux. Donc en fait, il est sûr que même dans la classe politique, on a une liaison en fait de toutes ces échelles, échelle nationale, échelle européenne, etc. Et internationale, bien sûr, qui rend les choses beaucoup plus compliquées du coup. Puisque quelqu'un qui va être mandaté à l'Union européenne et à la Commission, au Parlement européen et en même temps à l'Assemblée nationale, du coup, va être sur les deux fronts, en fait. Donc alors, la solution, ça serait qu'au sein, justement, on pourrait se dire que c'est une force, parce qu'au sein, du coup, du Parlement européen, il pourrait, du coup, porter, en fait, l'intérêt national en disant que, c'est ce que, théoriquement, c'était le but, en fait. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est de moins en moins... c'est pas forcément le cas, en fait. Parce que, ensuite, c'est pas non plus que pour dire ces dirigeants sont totalement stupides et tout, même si certains le sont sans doute, mais c'est qu'aussi... Il y a aussi des corrompus. Mais je pense qu'il y a aussi un problème aussi structurel du milieu politique, où en fait, ils sont eux-mêmes dans des logiques complètement pour avoir étudié le monde politique. Mais c'est plus petit que la tête au carré. C'est qu'en fait, c'est aussi, et ça renvoie à ce que vous disiez, qui sont ces gens. Nous, on est sociologues, donc ça nous intéresse forcément aussi. Et on le voit bien, quand on fait toutes les études en sciences politiques sur le personnel politique, montre bien que c'est aussi des gens qui appartiennent à un certain milieu social, qui ont... Voilà, et donc du coup, quand Adrien disait que ce sont des gens mus par des convictions idéologiques, oui, c'est qu'en fait, ici, on ne discute que de ces convictions idéologiques par peut-être méconnaissance aussi d'une certaine réalité, en fait. D'une réalité qu'on perçoit pas, parce que tout simplement, quand moi j'ai enquêté à l'Assemblée nationale, quand on est à l'Assemblée nationale toute la semaine, c'est un microcosme qui est en dehors du monde, en fait. Voilà, exactement. Et c'est un raisonnement presque
Oui, comme on voit dans beaucoup de milieux, même nous, dans la recherche. Je dis même nous, dans tous les milieux. Voilà, c'est dans... voilà. Et d'autant plus que, alors après, c'est d'autres questions, mais là, le milieu politique agit à court terme, donc ce qui donne en fait peu de place à une maturation des idées, on va dire, puisque on doit agir, on doit, etc. Donc voilà, c'est cette logique. Voilà, exactement. Et très vite aussi pour rebondir là-dessus, moi je pense qu'en fait il y a un peu une typologie de... Il y a 4 types de personnes qu'on retrouve dans ce genre de décision. Il y a ce qu'on appelle les technocrates, c'est-à-dire en gros des hauts fonctionnaires qui ont les parcours que j'ai indiqués, droit, économie, etc., intégration européenne, qui ont fait des grandes écoles, qui vivent dans un univers très cosmopolite. Ils parlent plein de langues en général, des gens qui sont polyglottes, qui vivent entre des métropoles européennes, donc qui ont un style de vie particulier. Il y a les gens qui sont élus au Parlement européen comme une solution pour être casé, parce que ce qui du coup quand même il faut quand même pas oublier que le Parlement européen c'est pas que une absence de pouvoir, c'est aussi que y a des gens qui ont au Parlement européen parce qu'on sait pas où les mettre sinon. C'est devenu une maison de retraite pour certains. Il y a une expression en allemand qui dit si tu as un grand-père, fais-en un euro parlementaire. C'est une traduction en français, mais il y a une expression comme ça. Voilà. Il a peu de pouvoir, et c'est évidemment rejoué par le fait que les gens dedans n'investissent pas forcément les marges qui sont dessus. Il y a aussi des logiques, troisième point, des logiques d'intégration très fortes à deux niveaux. Il y a l'intégration syndicale, la Confédération européenne des syndicats, et aussi une sorte de syndicalisme d'élite, de personnes... Il y a des travaux là-dessus de Corinne Gobin notamment, qui est belge, qui a travaillé là-dessus, qui montre que c'est pas n'importe qui, des syndicats qui arrivent là, et qu'une fois qu'on est dedans, c'est hyper compliqué d'avoir un conflit, parce que déjà avoir un conflit quand on est sur une table ronde à 60 avec des écouteurs, quelqu'un qui traduit avec une voix monotone ce qu'on explique, non mais du coup même si quelqu'un pousse un coup de gueule, personne ne le comprend, parce que ce qu'entendent les autres c'est la version monotone affadie par une traduction. Enfin, c'est extrêmement compliqué de mener une lutte de classe, en fait. On ne peut pas mener une lutte de classe quand il y a des problèmes de compréhension même, ou d'échange, d'interaction entre les acteurs. Ensuite, je sais pas, Edouard Martin, j'ai pas suivi ce qu'il fait et tout, donc je sais pas... Non mais je sais, mais je sais pas ce qu'il y fait, c'est ça que je veux dire. Donc c'est ça, et puis enfin, il y a le côté lobbying, ou voire achat d'élus. Goldman Sachs, on voit quand même bien qu'il y a des influences très fortes quand des anciens commissaires européens partent dedans, ou des anciens commissaires européens partent bosser quand ils géraient la concurrence et qui partent dans des grandes boîtes dont ils assuraient la supervision antitrust. Voilà, disons pour être pudique, on peut se poser des questions. Oui. Juste avant de prendre d'autres questions, je voulais juste... compléter ce que tu as par rapport à la question qui avait été posée sur est-ce que maintenant il y a une classe ouvrière comme il y avait en fait avant et qui se retrouvait dans le Parti communiste et qui du coup avait un poids politique. Ça, c'est une question, et c'est rigolo, ça me fait penser à ce que mes étudiants à chaque fois me demandent, en fait, quand ils arrivent en première année et qu'ils font le cours d'introduction à la sociologie à Sciences Po. On leur parle donc de la sociologie ouvrière, et pour eux, c'est un truc, surtout qu'ils sont à Sciences Po, donc voilà, ils n'ont pas forcément leurs parents ouvriers, et pour eux, c'est un truc... très vieux en fait, qui n'est plus du tout actuel, qui est complètement dépassé. Et du coup, quand on leur parle de ça, ils disent oui, mais maintenant, moi à chaque fois ils me disent mais maintenant, madame, de toute façon, il n'y a plus ça, il y a plus d'ouvriers quoi. Donc en fait, et c'est très révélateur parce que je pense que du coup cette représentation là est partagée par beaucoup de personnes. Par beaucoup de gens, ce qui fait que du coup, j'ai pas assez réfléchi sur cette question-là puisqu'elle vient d'être posée, mais je pense que la question en fait que les sociologues se sont pensés au début de la sociologie, qui a commencé par une sociologie qui étudie la classe ouvrière, c'était une sociologie influencée par Marx, une sociologie marxiste, mais c'était la question de savoir si les ouvriers avaient ce qu'on appelle donc une conscience de classe, c'est-à-dire est-ce que eux-mêmes se retrouvaient dans une identité ouvrière qu'ils partageaient avec d'autres personnes. Et en fait, à l'heure actuelle, ça serait en fait de voir
à quel point en fait ces personnes-là se retrouvent en fait dans une identité collective. On parlait tout à l'heure des employés de maison. Typiquement, elles ont du mal à se retrouver. Quoi qu'elle commence, parce que j'ai appris il y a 2 jours qu'il y avait des employés de maison qui étaient syndiqués à la CGT et qu'il y avait même un syndicat, une fédération pour les services à la personne qui en fait avait plus de 550 femmes à Paris qui étaient syndiquées, ce qui est énorme par rapport à la si faible syndicalisation de ces femmes-là. Donc en fait, il y a sans doute des nouvelles en fait, formes des recompositions identitaires, sans doute, qui sont en train de se faire, mais sur lesquelles on n'a pas travaillé, ou sur lesquelles, en tout cas, il faudrait travailler pour justement que ces personnes-là se reconnaissent, parce que peut-être que ces personnes ne veulent plus se définir aussi comme ouvrières, par rapport à l'histoire, par rapport tout simplement aux préjugés qu'il y a sur cette classe-là, en fait. Et donc, du coup, voilà, plutôt que de se demander est-ce qu'elle existe encore, ça serait, enfin, théoriquement parlant, ça serait justement d'être, enfin, je pense, d'en discuter justement avec les gens qui occupent encore beaucoup ces positions-là, en fait, et de voir et de se demander s'ils se reconnaissent en tant qu'ouvriers quand on parle d'eux comme ça, ou pas du tout, en fait, ou peut-être qu'ils... Parce que par ailleurs aussi, on ne s'est pas trop concentré sur le terme d'ouvrier. Bien sûr. Le prolétaire. Exact. Le cadre moyen, il est prolétaire. Il y a des études, il y a une sociologue qui a justement travaillé sur... qui a fait une étude en fait sur les ouvrières à l'usine et les employés de maison. Et elle a dit, mais finalement, en fait, on a 2 catégories. On a un mot, donc ouvrier, qui connote un contexte très figé, donc des femmes qui travaillent à l'usine, etc. Et en même temps, on a d'autres femmes qui, elles, ne sont pas du tout désignées, ne sont pas du tout dans les classifications d'ailleurs de l'INSEE répertoriées comme ouvrières, mais qui font un travail qui, en fait, d'un point de vue de la monotonie des tâches, etc., peut être comparé à un travail ouvrier. Donc, enfin, je suis assez d'accord avec vous, en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas si prolétaire, enfin, je n'ai pas réfléchi à la question, mais, oui, précaire, ça c'est... Mais enfin, c'est pas pareil. Parce que précaire, c'est sur les conditions d'emploi et de travail, en fait. Oui, mais ils sont atomisés, les gens. Ouais, bien sûr, mais ouais, bien sûr. Le terme de prolétaire a l'avantage de regrouper en fait, toute cette classe sociale. Cette classe sociale. Et en réalité, c'est les gens qui vendent la force de travail. Oui, voilà. Et objectivement, c'est l'essentiel de la population. Ouais. L'essentiel de la population. Du coup, il y a l'Union européenne en fait donne un cadre, on va dire général d'orientation des politiques sur l'emploi. Et en fait, elles sont plus ou moins contraignantes aussi. C'est un truc dont on a oublié de préciser, suivant les pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays, les pays qui vont être considérés comme en crise, etc., comme la Grèce et tout, vont être beaucoup plus encadrés de façon stricte, beaucoup plus rigide que d'autres pays. Comme par exemple la France, quoi. Pas des amendes, mais en fait... Ouais. En fait, de toute façon, c'est des pays qui sont mis sous perfusion, d'ailleurs souvent forcés, mais sous perfusion de fonds européens. Et du coup, ces fonds européens sont conditionnés ensuite à la mise en œuvre des politiques, ce qui n'est pas le cas pour la France, par exemple, qui n'a pas de... Enfin, c'est-à-dire, c'est pas une sanction directe, c'est juste un non-versement d'argent dont ils ont besoin. Voilà, continue du coup. Non, enfin, je sais pas. Et puis les directives, en fait, c'est surtout politique sociale. Et à travers des détachés, c'est pas vraiment l'emploi en fait qui est concerné à la base, c'est les cotisations sociales. C'est pour ça, c'est sous l'angle politique sociale que ça a été mis en place. Et puis bon, les institutions, les traités, l'équilibre budgétaire, ça a un impact sur l'emploi. La BCE, l'inflation a un impact sur l'emploi. Donc c'est vraiment des cadres macroéconomiques, d'un cadre normatif et des politiques sociales qui elles sont harmonisées par le biais de directives. Oui, ça paraît idiot, mais parce que je pense que si ce discours-là, en fait, quand on regarde déjà la masse en fait certains partis politiques et la masse de gens qui disent qu'on travaille pas assez en France. Enfin, c'est un discours hyper, que les médias reprennent tout le temps, etc. Comme quoi, en France, on est des feignants parce qu'en fait, on a les 35 heures et que tous les autres États travaillent beaucoup plus que 35 heures et que du coup, c'est pas normal et que du coup, il faut augmenter.
Donc en fait, on est déjà très loin. Déjà, les 35 heures, c'est pas admis. On repose la question de voilà. Donc on se dit que si on proposait en fait de travailler 15 heures par semaine, enfin voilà, tout de suite les gens, on se dirait non mais, oui bien sûr. Et voilà. Et en fait, je pense qu'il y a aussi tout simplement parce qu'on a aussi par exemple des cadres dans des entreprises qui travaillent énormément, par exemple qui vont travailler 60 heures par semaine, 70 heures, et qui du coup, mais eux vont avoir la chance entre guillemets d'être payés, enfin c'est-à-dire que toutes leurs heures vont être payées, alors que donc du coup voilà, ils sont complètement dans la logique de ils travaillent plus et ils gagnent plus, mais parce que leur emploi leur permet de ça, alors qu'il y a d'autres leur permet ça, alors qu'il y a plein d'autres emplois dans lesquels on ne compte pas les heures sup. Et là, je reprends encore mon exemple des employés de maison qui, elles, pour le coup, sont amenés à travailler 15 heures par jour parfois, ça existe, mais ne sont pas payées. Les heures sup ne sont pas payées. Donc du coup, pour le coup, elles sont complètement perdantes. Parce que du coup, si on rapporte leur salaire horaire, c'est 9 € de l'heure, enfin c'est moins que le SMIC. Et puis d'ailleurs, juste pour après, je te laisse le micro, il y a plusieurs, il n'y a pas que certains philosophes, penseurs, économistes, mais même en sociologie, notamment, je pense à Dominique Méda, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sociologue qui a travaillé sur le travail des femmes aussi, et qui, elle, en fait, voit également qui prône en fait une diminution aussi du temps de travail des hommes et des femmes. Parce qu'en fait, on sait aussi qu'à l'heure actuelle, ce sont les hommes qui ont le plus d'heures en fait, de travail. Et alors, elle prône ça pour des raisons à la fois économiques, mais pour des raisons ensuite d'égalité, de partage des tâches domestiques au sein du couple. C'est-à-dire que, bon, après, on peut le discuter, mais pour elle, si aussi les femmes assurent le plus de tâches domestiques encore actuellement, c'est parce qu'aussi elles travaillent moins. Et donc, du coup, elles ont pas le prétexte qu'ont les hommes de rentrer trop tard, par exemple, pour faire à manger ou le ménage. Oui, non, mais voilà, non, mais oui, très bien. En emploi. Et donc, ce que dit Dominique Médaz, elle dit qu'en fait, il faudrait que les hommes et les femmes aient tous les deux des emplois, travaillent moins, tous les deux, pour pouvoir ensuite gérer de façon plus égalitaire leur foyer. Bon, voilà. Donc voilà, c'était pour cet exemple montre que quand tu disais pourquoi on le fait pas, c'est que je pense que c'est qu'en fait l'idée il faudrait il faudrait justement avec des choses comme ça, comme le fait Dominique Méda dans un des bouquins Le temps des femmes que je vous conseille, c'est là où elle développe d'ailleurs ça. Il faut d'arguments, voilà, en fait, il faut montrer en quoi ça pourrait être bénéfique. Parce que les gens pensent qu'ils vont perdre de l'argent, en fait, s'ils travaillent moins. Et peut-être que tu as vu, il y a eu un appel dans l'Alternative économique là, il y a 2 mois à remettre la RTT au centre du débat public. On était, je l'ai signé, donc on était 150 à le signer, qui bossons en fait sur ces questions-là. Donc il y a une mobilisation un peu sur la RTT. Bon, moi je suis évidemment favorable à la fois à la mise en place des 35 heures réelles, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est à 37 à l'heure actuelle. Faire des négos vers les 32 heures et la 6e semaine de congé payé. Enfin, moi je pense que c'est vraiment des choses d'avenir vers lesquelles aller en maintenant le salaire. Ensuite, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a parce que bon, ici on est tous convaincus de l'enjeu, on sait très bien, on veut créer de l'emploi, on veut libérer des temps, on veut égaliser les temps domestiques. Pourquoi ça se fait pas? Quels sont les contre-arguments? Il y a, je pense, des expériences des 35 heures qui sont mauvaises dans la population. Il y a le secteur hospitalier désorganisé. Il y a les accords, parce qu'il faut quand même bien voir qu'au début de 35 heures, le but c'était de dire, comme Martine Aubry, quand le Jospin a été élu, c'était on va faire les 35 heures et donc voilà, les boîtes vont devoir passer aux 35 heures point. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'on a dit on va ouvrir des négociations. Déjà on a tendance à se demander qu'est-ce qu'on va négocier en fait. Seulement où il y avait une loi, mais ils ont fait un geste vers le patronat en disant on va négocier. Bon, admettons. Donc on a négocié boîte par boîte, ce qui déjà est un niveau plus bas. Parce que plein de boîtes n'ont pas de délégués syndicaux et les gens ont été par mandatement. Et on a pris des gens qui n'avaient pas d'organisation syndicale derrière eux, qui n'avaient pas eu de soutien pour leur expliquer les enjeux, faites attention à ça, à ça. Ils ont dû signer des accords. Donc on a isolé encore plus les négociations comme elles se jouaient. Par la branche, le patronat est revenu au-dessus pour ensuite refaire des accords en disant du coup si on négocie, on va tout négocier tout, quoi, les temps de douche, les temps d'habillage, etc. Donc plein de choses. Il y a des gens qui ont bossé plus après 35 heures, parce qu'ils faisaient 39 heures, mais en comptant pas les temps de douche et d'habillage, et du coup finalement ils ont fait 35 heures sans ça, ce qui en fait faisait plus. Donc voilà, il y a ce genre de personnes qui ont eu cette expérience-là, et dans beaucoup de boîtes il y a eu des accords de gel de salaire en échange, ce qui n'était quand même pas le but à la base des 35 heures, mais on a filé des cotisations sociales massives de milliards d'euros pour de la création d'emplois.
Et en plus, on a gelé les salaires. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les taux de profit ont monté dans beaucoup de boîtes passées aux 35 heures. Il y a eu des cadeaux fiscaux extrêmement forts. Et donc, du coup, voilà, c'est ça qui bloque un peu. Parce que quand on parle à des salariés qui ont vécu les 35 heures, parfois, ils ont le sentiment, enfin, ils ont la crainte de se faire avoir. C'est-à-dire de se dire, du coup, je vais me retaper 3 ans de gel salarial, donc 3 ans de baisse de salaire, en fait, en échange de ça. Mais je suis 1000 fois d'accord. Et l'autre obstacle, on va dire, ce sont des livres, comme par exemple le dernier livre de Kayuk Zilberberg, peut-être que vous avez vu, le livre sur le négationnisme économique. Bon, je vais... Comment dire ? Non, mais il faut rester courtois. Et donc, du coup... bon, qu'est-ce qu'ils disent ? En gros, c'est des bouquins où ce qu'ils nous racontent, les deux, c'est que bon, les RTT ne créent pas d'emplois, ce qui est déjà un progrès, parce qu'il y a 6 mois, ils disaient que ça en détruisait. Non, bon, ils ont changé d'avis. Mais ils nous ont pris la version soft de leur argument. Et pourquoi ils disent ça ? Bon, déjà parce qu'ils se basent sur des enquêtes, des expérimentations économiques. Alors, ils se basent sur des enquêtes qui ont été menées en Allemagne, donc qui n'ont rien à voir en fait. Donc déjà, premier argument, mais regardez, en Allemagne, on a fait une RTT sans exonérer les cotisations sociales, donc un truc qui n'avait rien à voir, et il n'y a pas eu d'emploi créé. C'est à quoi j'ai envie de dire, si on a fait de l'RTT sans rien donner au patron et qu'il n'y a pas d'emploi créé, ça veut surtout dire qu'on peut baisser le temps de travail sans détruire aucun emploi et sans faire de cadeaux fiscaux. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, mais bon, une manière de voir les choses différentes. Et surtout, le deuxième point qu'ils utilisent, c'est qu'ils s'appuient sur sur un travail mené par Étienne Vasmer et Mathieu Chemin, qui sont économistes, qui ont bossé sur les 35 heures qui ont voulu les invalider. Ils ont publié ça dans une revue américaine, je crois que c'est 2012, je ne sais plus la date exacte. En gros, ils utilisent le cas de l'Alsace-Moselle, parce qu'en Alsace-Moselle, il y avait 2 jours fériés en plus, la Saint-Étienne et le Vendredi Saint. Et donc ils disent voilà, on a et ces jours-là au début ont été inclus dans les 35 heures, ils sont mis dedans et ensuite ils ont été enlevés. Donc ils disent on peut comparer la France avec les 35 heures, on peut comparer là où il y a eu 9% en moins de réduction du temps de travail. Ils disent du coup on va voir s'il y a des emplois qui divergent. Ils disent non. Voilà, quand on regarde en fait, il n'y a pas d'emplois qui divergent. Bon, ce qui pose, on va dire, je vais me contenter de 2 problèmes. Il y a beaucoup de problèmes méthodologiques là-dedans. D'ailleurs, on va bientôt faire un papier contre ça. Mais il y a beaucoup de problèmes techniques dans ce papier. Les 2 principaux, c'est qu'en fait, 9%, pourquoi pas, mais en fait, ça revient à 20 minutes d'écart. Hein. C'est finalement 2 jours sur une année par rapport aux 35 heures. Ça revient à 20 minutes d'écart de temps de travail. Il semble assez évident que dans peu de boîtes, 20 minutes est un seuil suffisant pour créer un emploi. Je veux dire, bon, déjà, de base, c'est quand même des seuils extrêmement faibles. Et puis surtout, ce qui est en fait le plus drôle, je sais pas si c'est drôle, bon, c'est un peu comme Marx, hein, l'histoire se répète, il y a la farce, ensuite la tragédie. Et là, c'est la tragédie. Parce que du coup, ils travaillent là-dessus et ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que les années sur lesquelles ils bossent, de 35 heures, ils prennent l'enquête emploi de l'INSEE qui est faite au mois de mars et les jours fériés en question, ils sont au mois de décembre. Ce qui fait que du coup, en fait, on les voit pas. Parce que juste, c'est marqué en gros sur l'enquête emploi, page 2, c'est au mois de mars, que c'est une première semaine de mars. Et du coup, il n'y a pas les jours fériés en question. Et donc, du coup, le fait qu'on ne voit pas la différence, c'est normal, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence, puisqu'ils gardent la même chose. Voilà, donc en fait, ils nous montrent qu'en regardant la même chose, il n'y a pas de différence. Et que donc, du coup, les 35 heures ne marchent pas. Ce qui est scientifiquement, on va dire, un petit peu fragile. Un peu fragile, voilà. Puis en fait, c'est ce que tu pointes, c'est un problème qui est récurrent dans tous les domaines, même dans la recherche, c'est qu'on se base aussi sur des supports statistiques qui, eux, ont des limites dans leur construction. Quand on parlait tout à l'heure de la croissance, c'est un exemple, quoi. C'est qu'en fait, pour y revenir, je suis d'accord avec toi que la croissance en soi, beaucoup d'économistes l'ont démonté en disant que c'est un indicateur. Mais le problème, c'est que cet indicateur, pour l'instant, quel qu'il soit, aussi mauvais qu'il soit, est saisi par les politiques, en fait. Et donc, et c'est comme les catégories sociaux, quand on regarde l'histoire des catégories de la construction des professions et des catégories professionnelles faites par l'INSEE, etc. C'est une lutte, etc., de travailleurs. C'est aussi une construction par des chercheurs, etc. Donc, c'est des outils tout le temps avec lesquels on est amené à travailler, mais qui ont tous des limites, en fait. Mais pour autant, en fait, ils ont des limites, mais on ne peut pas les ignorer. Parce qu'en fait, ils font partie du débat social et politique, et ils construisent ce débat social et politique, et le débat se sert de ces outils-là, en fait. Donc par exemple, la croissance, le problème, c'est que c'est un truc qu'on entend partout, et c'est un truc qui est saisi comme un argument, en fait, de politique et économique. C'est ça qu'il faut dénoncer. Oui.
C'est ce qu'on essaye de faire. Oui. Non, mais bien sûr. Sans agresser, simplement. Avec le PIB, on s'intéresse qu'aux flux, on s'intéresse pas au patrimoine. Donc, Ah non, pas du tout. Bah, c'est comme l'exemple que tu disais. Hein. on peut très bien être en perte depuis des décennies, le PIB peut toujours être croissant. Bien sûr. Alors, c'est fini. non, je disais, il y a des économistes qui sont pour la décroissance. Alors, voilà, maintenant, c'est même pas la croissance ou rien du tout, c'est carrément une décroissance qui serait justement à contrario de ce qui se passe actuellement, et qui irait avec cette logique aussi de moins consommer parce qu'on consommerait trop. Voilà. Mais là, je pense qu'il faut penser au temps de travail des caméramans, des enregistreurs. Donc, du coup, par respect, on va faire les RTT nous-mêmes. On arrête.